Audio Jungle. L'important est de tirer une leçon de chaque erreur. Une maxime signée John McEnroe. Pour ceux qui connaissent bien le tennis, oui, c'est un homme de légende. Plateau Foot Europe sur Sport FM dresse le bilan dans les 8 groupes de la Ligue européenne des champions. Le point sur les qualifiés, les statistiques. Sébastien Haller, meilleur artificier de la première phase. Ça parle également de l'humiliation du Barça, reversé en Ligue Europa, une première depuis 20 ans. La C3, fin des matchs de poule. Tous les qualifiés listés aussi dans la première partie de l'émission. La seconde, ce sera la fenêtre ouverte sur les majeurs. Le derby madrilène, Real Atlético, au menu ce week-end. Tous ces sujets évoqués, décryptés, analysés avec Franck Nounyama. Il est déjà là, Willkommen, Morgan Franck. Morgan Angelo, bonjour chers auditeurs, bonjour Thierry, et puis c'est un plaisir comme toujours. Merci d'être là. En face de vous, ce sera l'adversaire du jour, Thierry Tengue, le Marseillais. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour Dorian, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Comment tu te portes? Je vais bien. Merci, je vais ça se sent. Bien. Et surtout que Marseille a gagné hier. Ah bon, on sort avec la petite porte, du coup, bon. On se contente de cela. N'est-ce pas? Oui. Et on se concentre sur la Ligue 1. Forcément. C'est l'objectif premier. Absolument. Oui. Voilà qui est dit. Théo Ajavon est aux manettes. Vidéo de l'émission sur sportfmtg.com. Signé Elon Madovon. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de quel moment vous nous recevez. PFE 697 sur la radio qui mouille le maillot à l'heure où le foot européen prend le pouvoir. Bienvenue. Cette mélodie, elle a bien résonné sur toutes les pelouses au niveau de l'Europe, au niveau de toutes les grandes escouades. Et on va aller dans la poule ou dans les poules où il y avait encore du suspense jusqu'à la 6e et dernière journée de la phase de groupe. Franck, on va atterrir dans la poule B où il y avait le Milan AC qui jouait à domicile contre Liverpool. Et puis de l'autre côté, c'est l'Atlético qui était obligé de composter son ticket sur la pelouse de Porto. À l'arrivée, ce sont les Colchoneros qui s'en sortent gagnants. Lorsqu'on regarde cette poule B, après le tirage, tout de suite on dira que c'est Liverpool et puis l'Atlético qui étaient les favoris. Et à l'arrivée, ces deux clubs ont réussi à se qualifier. Ça a été, on va dire, un parcours facile, maîtrisé pour les Reds qui ont fait, on va dire, 18 sur 18, c'est-à-dire que 6 matchs, 6 victoires dans ces phases éliminatoires. Rien à dire, c'est un club qui est en forme depuis un moment, qui vient de gagner, qui a gagné la Ligue des Champions il n'y a pas très longtemps. De l'autre côté, l'Atlético également est un habitué de la compétition. Il a fallu le dernier instant pour voir les Colchoneros réussir à avoir leur billet, mais ils l'ont mérité sur ce qu'ils ont démontré la dernière fois face à Porto. Maintenant, le Milan, c'est un peu logique parce que ça fait quand même 7 ans que les Rossoneri n'étaient plus dans cette compétition. Donc, ils ont perdu l'habitude, ils ont perdu un peu, on va dire, cette régularité sur la compétition et ça les a punis à la fin. Donc voilà, ils ne sont même pas en Ligue Europa. Je crois que le Milan doit vraiment reculer, se poser des questions pour trouver les bonnes réponses. Une question à 30 secondes. Le Milan, leader de la Serie A italienne, mais qui est éliminé de toutes les compétitions. Comment ça s'explique, Franck? Oui, quand on prend le Calcio, quand on prend la Ligue européenne des champions, c'est deux compétitions complètement différentes. Donc on peut être en forme sur sa compétition domestique, mais en Ligue européenne des champions, c'est le très très haut niveau et la moindre erreur se paye très très cash. Voilà qui est dit. Et Thierry Tengue, on reste sur l'Atlético. Il a fallu attendre jusqu'à la dernière journée pour les hommes de Diego Simeone de se qualifier. Est-ce que cette équipe a encore fait peur ou bien bon, elle est juste dans l'ordinaire? Écoutez, c'est une équipe qui est habituée à cette compétition. Mais c'est parfois la faute à l'entraîneur
qui pratique un système de jeu qui ne permet pas aux joueurs de bien s'exprimer. Quand on prend cet effectif d'Atlético, il y a quand même de la ressource. Carrasco, João Félix, Luis Suarez. João Félix qui, pour lui, veut partir parce qu'il n'arrive plus du tout à retrouver son jeu dans ce système mis en place. Vous pensez que l'entraîneur le limite ? Oui, pour moi, parce que c'est un joueur technique. Oui. Et quand vous êtes avec Diego Simeone, cette technique-là disparaît à un moment donné. Il vous demande tout simplement de défendre et de jouer en équipe. Donc parfois, il faut ces individualités-là. Et l'Atlético, quand on prend Thomas Lemar, c'est quelqu'un qui garde un système qui lui permet de s'exprimer. Griezmann également. Mais bon, sur cette compétition, quand vous commencez mal, c'est difficile de terminer. Et voilà, ils ont su le faire. C'est ça l'expérience aussi de cette compétition. Vivement qu'il continue ainsi. En tout cas, cette équipe d'Atlético, pour moi, reste l'une des équipes favorites pour cette Champions League. Favorite. Oui. Il a lâché le mot. On attend de voir. Est-ce que City également est favori pour cette compétition? On est dans la poule A. City qui s'est fait battre par Leipzig 2-1. Et puis de l'autre côté, c'est le Paris Saint-Germain en tout cas qui s'est fait plaisir face au FC Bruges 4-1 avec des doublés Mbappé et Lionel Messi. City qui finit premier de la poule, le Paris Saint-Germain deuxième. Logique. Oui, logique. C'est juste la première place qui s'est disputée entre. Il n'y a qu'un point qui sépare les deux clubs. Oui, ça c'est parce que Paris Saint-Germain s'est fait battre par City lors de la 5e journée. Exact. Et voilà, les hommes de Pep Guardiola. Eux aussi, l'objectif premier, c'est la Champions League, puisque les dirigeants de Manchester City. Ils courent après cette Champions League. Ils étaient en finale l'année dernière. Oui, ils ne l'ont pas remporté. Donc l'objectif premier de chaque année, c'est la Champions League. Oui. C'est pour cela qu'on en fait venir Pep Guardiola. Ce n'est pas pour rien. Mais aujourd'hui, ils ont la même issue sur la Premier League. Maintenant, c'est à eux d'aller chercher ce trophée. Qu'est-ce qui leur manque selon vous? C'est juste au niveau de la dernière réaction par rapport au match à élimination directe. D'accord. On a une équipe bien taillée, bien hurlée, mais un entraîneur qui parfois ne positionne pas les joueurs à leur poste de prédilection. Il est trop perfectionniste. Je ne sais pas si le mot est bien placé ou pas, mais je dirais que c'est un entraîneur qui est trop tactique. Et il se trompe aussi. Il se trompe aussi dans ses choix. Pour moi, il va falloir tout simplement qu'il place les joueurs ou bien repositionne les joueurs à leur poste de prédilection. Et là, on verra. Regardez Jésus la fois dernière. Du moment où il est rentré et il joue à son poste de prédilection. Et ça se voit en même temps. Donc, c'est juste sur des détails que cette équipe de Man City n'y arrive plus. Mais bon, ça fait partie également des compétitions où quand vous êtes bien constant sur la durée, vous avez cette chance d'aller accrocher ce trophée. Et d'aucuns disent également que le Man City reste quand même une des équipes favorites pour cette compétition. On avance et on est dans la poule C, un peu comme Liverpool. Ajax fait de même. 6 matchs. 6 victoires, c'est la première fois dans son histoire que le club ajaxide arrive quand même à faire le plein, on pourra dire total. Et Franck, là aussi, c'est une performance à mettre à l'actif des hommes de Erik ten Hag. Oui, c'est une très bonne performance. Depuis un bon bout de temps déjà, Erik ten Hag et ses hommes essaient quand même de se faire voir sur l'échiquier continental. N'oubliez pas qu'ils avaient frôlé la finale il y a 2 ans, éliminés par Tottenham. Oui. Sinon, il y avait un très très bon groupe. Et le club a continué par faire confiance à ce technicien qui est un formateur, qui est un détecteur de talent et qui continue bien de travailler. Sur cette phase de poule, l'Ajax a montré quand même que c'était une équipe qui pratique le football total, le jeu direct avec des joueurs, pas trop de stars, mais des joueurs de devoir qui affichent ce qu'ils veulent dans cette compétition. Donc voilà, vous l'avez dit, 6 matchs, 6 victoires, 18 points. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de cette équipe ajaxide. Donc il faut dire également que c'est un groupe un tout petit peu à leur portée, à part Borussia Dortmund, Sporting Lisbonne et puis Beşiktaş ne font pas l'affaire. Donc cette équipe a saisi l'occasion pour bien mener le travail. Et la surprise ici, c'est le Borussia Dortmund qui est relégué, reversé en Ligue Europa. On voyait cette équipe jouer quand même sur les 2 premières places. Si ce n'était pas la première, la deuxième. Mais finalement, c'est plutôt Sporting qui a su bien faire les choses. La preuve, ils ont le même nombre de points, mais cette équipe a perdu face à ce club portugais. Donc, ça a fait la différence. Donc, voilà, c'était un parcours maîtrisé pour les Néerlandais. Vous l'avez dit, les Néerlandais qui ont surclassé le Sporting Lisbonne 4-2. Et puis Dortmund qui s'est tout simplement baladé 5-0 face à Beşiktaş qui finit la compétition
6 matchs, 0 points. Et l'on va dans la poule D avec le Real Madrid qui prend la mesure de l'Inter Milan 2-0. Un but partout entre le Shakhtar et le Sheriff Tiraspol. On sait très bien qu'en début de compétition, et le Real était en difficulté avec cette défaite face au Sheriff. Et curieusement, on pourra dire que la fin justifie les moyens. Oui, le Real a appris les leçons parce qu'il y avait peut-être ce complexe de supériorité de cette équipe madrilène face au club moldave qui est Sheriff Tiraspol. Et ils ont perdu, donc il va falloir se relever. Et par la suite, les hommes de Carlo Ancelotti ont su mettre la barre un peu très haut et ils ont déroulé pour gagner les 5 derniers matchs. Exactement. Après une première défaite. Donc 15 points à l'arrivée pour le Real Madrid devant l'Inter Milan qui est resté à 10 points. Je pense que le Real a maîtrisé ce groupe, a survolé bien les choses. Ils ont quand même su se faire respecter. Au départ, ils étaient les favoris et à la fin, ils l'ont confirmé. Donc, je pense qu'il n'y a pas de surprise ici. En tout cas, tout est logique. Hein. Le Real et l'Inter Milan qui sont en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et nous poursuivons le tour des poules. Nous sommes désormais dans la poule G de Lille avec cette formation française qui a battu en déplacement Wolfsburg 3-1. Et puis de l'autre côté, c'est Séville qui perd face à Salzbourg. Lille, en tout cas, on voit que tous ceux qui aiment le football cocorico sont très contents de voir Lille en 8e de finale de Ligue des Champions. Le football cocorico, bon, je ne sais pas dire que parlant de cocorico, c'est mettre un peu cette Ligue 1 entre parenthèses en dessous. Hein. D'accord. Donc pour moi, c'est juste... Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour le foot français. Oui. À part le Paris Saint-Germain, on a Lille également. Véritablement que c'est une bonne nouvelle parce qu'on a 2 équipes françaises qualifiées. Et là, c'est pas rien. C'est parce que cette équipe, déjà, dès l'entame des phases de poule, ils ont eu beaucoup plus de difficultés à retrouver les victoires. C'était sur des nuls. Mais là, Gouvenec, en Ligue 1, quand on prend cette équipe lilloise, elle est 11e, si je ne me trompe pas. Oui, 11e du classement. C'est beaucoup de difficultés qu'ils arrivent à obtenir des victoires. Mais là, on prend la Champions League quelque part comme objectif placé entre guillemets. Et là, c'est une bonne réaction. L'histoire retiendra que voilà, c'est Gouvenec qui a des difficultés en Ligue 1, qui place maintenant Lille en 8e de finale en étant premier dans ce groupe-là. Donc pour moi, c'est vous juste... êtes Lillois par hasard ou pas Marseillais? Non, c'est parce que quand vous les voyez jouer en Ligue 1... que vous êtes dithyrambique à l'endroit de cette équipe. Je suis de près cette Ligue 1 et on voit des grosses écuries qui peinent face des petites équipes. Du coup, pour moi, pour cette Champions League, c'est juste une révélation. Et s'il continue aussi, parce qu'on avait vu l'Ajax faire la même chose, pourquoi pas sur cette lancée-là. En tout cas, pour moi, je compte eux parce qu'ils n'ont rien à perdre ni rien à gagner. Et surtout avec des joueurs intéressants, Jonathan David, Jonathan Ikoné, Bamba et tous les autres. Et puis Bourak Yilmaz, par exemple. Alors, Séville. Oui, est-ce la déception dans cette poule? Oui, c'est la déception. C'est la déception quand on prend cette équipe avec tout le collectif qui est en place. Il y a des joueurs là-bas, il y a des joueurs, mais on ne comprend pas pourquoi cette équipe a été éliminée. Ils préfèrent toujours la Ligue Europa, c'est ça. En tout cas, c'est leur trophée qu'ils adorent. N'est-ce pas? Vivement qu'ils aillent chercher ce trophée-là. Mais parfois, quand on a ces titres en Ligue Europa, il faut grandir. Il faut avoir de l'ambition. Et aujourd'hui, cette équipe sévilloise, pour moi, il n'y a pas de l'ambition. Même si on a fait venir certains joueurs qui peuvent faire l'affaire. Ça manquait juste de l'expérience. Pour moi, c'est une déception au niveau de la Liga. Franck veut réagir. Oui, il faut féliciter Lille quand même parce que ça fait une première depuis 15 ans. 15 ans, voilà. J'imagine que c'est l'époque de l'international, de l'ancien international togolais Olufade Dekami, qui avait marqué un super but contre Manchester à l'époque. En 2006, c'est ça. En 2006. Exactement. Donc, je pense que c'est une félicitation. Des joueurs de devoir intéressants comme Jonathan David, Ikoné, Bamba et tous les autres qui sont en difficulté en Ligue 1 mais qui ont prouvé sur l'échiquier européen que ça pouvait jouer. Ils l'ont fait, ils ont saisi leur chance. Et puis la surprise, c'est bien Red Bull Salzbourg qui se qualifie, qui se qualifie pour la première fois pour cette phase des huitièmes de finale. C'est vraiment intéressant pour un club qui révèle souvent des talents. Haaland, souvenez-vous, il y a d'autres joueurs qui sont passés par là. Donc c'est un club intéressant. Et voilà, je voudrais quand même féliciter, on va dire, ce parcours. Maintenant, Séville en Ligue Europa, je pense qu'ils n'ont pas bien saisi la compétition dès les débuts. Lopetegui et ses hommes ont failli un tout petit peu, sinon
sinon, dans un tel groupe, ils devraient jouer les premiers rôles. Normalement, puisqu'ils ont quand même le coffre pour faire la différence. La poule H avec la Juventus qui épingle à domicile Malmö. On finit très bien la compétition avec les Bianconeri devant. Chelsea qui concède le nul. 3 buts partout sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg. La Juve est devant avec 13 points. Chelsea suit avec... Non, la Juve est devant avec 15 points, pardon. Ouais. Chelsea est deuxième avec 13 points. La poule F, Manchester United avec Ralph Rangnick sur le banc désormais. 1 but partout face aux Young Boys. Bon, ce n'est pas quand même aussi alarmant puisque United était déjà qualifié. Et puis, c'était le match en retard, on pourra le dire, disputé hier. L'Atalanta qui perd à domicile, ça fait quoi? Une défaite et en même temps, on décale à la 3e place. Villarreal qui finit par prendre le 2e ticket. Une équipe espagnole également intéressante, même si en Liga, ce n'est pas aussi flamboyant. Oui, en Liga, c'est vraiment pas du tout cela. Mais en Champions League, on a un entraîneur qui connaît bien cette compétition. Pour moi, c'est juste la réaction face à Atalanta parce qu'il y avait une place à chercher et c'était sur cette rencontre-là. En déplacement surtout. Unai Emery et ses hommes l'ont su le faire. Bravo à eux. Ça relève un peu le niveau de la Liga parce qu'aujourd'hui, la Liga est mise sous côté tout simplement. Maintenant, avoir cette qualification au niveau de Villarreal et Real Madrid, c'est déjà un grand pas pourvu que cette équipe de Villarreal puisse aller de l'avant parce qu'eux aussi, ils sont fans de l'Europa Liga. Exact. Cette fois-ci, ça a tourné. C'est tout simplement dire qu'Unai Emery a toujours les ressources. C'est un entraîneur qui réagit surtout tactiquement. Quand vous lui laissez la main libre, il essaie de montrer de quoi il est capable. Oui. Donc, c'est des joueurs qui essaient de l'écouter et lui aussi écoute les joueurs. C'est ça aussi la patte des entraîneurs qui ont cette qualité-là d'apporter ce plus-là. Donc, pour moi, je crois que c'est une bonne option pour cette équipe de Villarreal qui, quelque part, pour cette qualification, va booster le moral aux joueurs pour aller chercher une place qualificative pour la saison à venir en Liga. En tout cas, on voit que les c'est sous-marins une équipe... jaunes ont mérité cette victoire, qui plus est à l'extérieur. Ils ont montré plus de détermination, plus d'envie face à cette équipe d'Atalanta qui a émerveillé, on va dire, le monde sportif européen par ses performances sur les dernières Ligues des Champions. Et malheureusement, on pensait que cette équipe, avec Dusan Zapata et les autres, année, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Aïe, aïe, aïe. Ils ont été menés 3-0 avant de réagir. Exactement. Une réaction tardive. Ils ont réussi à placer 2 buts, mais c'était trop tard. Ouais. Donc, victoire complètement méritée pour Villarreal. Ils avaient beaucoup plus d'initiative et voilà. Donc, ça leur a permis de disputer les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le groupe F, on le disait tantôt, le récap, Manchester United est leader avec 11 points, 10 pour Villarreal, 6 pour l'Atalanta Bergame et puis 5 petits points pour le Young Boys Bern. Et l'on termine avec la poule E du Bayern Munich qui s'est baladé encore une fois face au Barça, 3-0. Cette élimination est une humiliation quand on voit un peu la une des journaux du côté de l'Espagne, que ce soit AS, Del Mundo Deportivo ou ce soit encore Marca. Aujourd'hui, on a l'impression que cette équipe du Barça, pour vous, la Ligue Europa est mieux que de jouer en Ligue des Champions pour cette année? Oui, pour cette année. D'aucuns diront que voilà, c'est pas mérité, mais c'est la place que devrait occuper Barcelone. Quand on prend cette équipe dans l'ensemble sur cette phase de poule, c'était pas ça, c'était pas du tout ça. Même s'ils avaient une chance d'aller retrouver la 2e place, il y avait un groupe qui était ouvert pour tout le monde, mis à part Bayern. On avait Benfica qui devrait normalement jouer sa chance parce qu'on avait une équipe barcelonaise qui n'était pas tout à fait au point, surtout quand on prend les joueurs, que ce soit dans le secteur défensif, offensif et en attaque. C'était pas ça. Oui. Donc pour moi, c'est la place idéale pour le Barça qui, sur cette Europa League, trouveront forcément des adversaires coriaces. Vous êtes sûr que là aussi, ils vont convaincre quelqu'un? Non, ils ne peuvent plus parce que c'est une compétition très difficile. Parce qu'il y a des gros également, là, on va en parler tout à l'heure. Donc, c'est la place méritée pour Barcelone. Même si c'est une déception pour les fans, c'est là que devrait retrouver Barcelone. Cette équipe du Barça fait pitié à voir. La dernière fois face au Bayern, ils n'ont pas existé. On pourra même dire que c'était une séance d'entraînement pour les Bavarois. Oui, c'était compliqué pour les Barcelonais. Il fallait gagner à tout prix pour espérer une place en 8e de finale. C'était quand même une mission impossible. C'était une mission difficile et à l'arrivée impossible face au Bayern de Munich qui, sur les 2 matchs, a mis 6 au Football Club
Barcelone, 3-0, 3-0. Donc je pense que j'ai envie de dire que c'est une fin de cycle. Cette équipe de Barcelone doit accepter l'instant précis et de recommencer par travailler ce qu'elle a l'habitude de faire. Aller faire, on va dire, travailler la Masia pour avoir des joueurs de très haut niveau qui ont participé à la gloire de cette équipe il y a quelques années. Je parlais de Neymar, je parlais de Messi, je parlais de Xavi, je parlais d'Iniesta, je parlais de Dani Alves, je parlais d'autres joueurs qui ne sont plus là aujourd'hui. Vous regardez un peu l'effectif du Barça aujourd'hui, ce n'est plus l'effectif qu'on avait. Donc cette équipe ne peut plus prétendre jouer les premiers rôles. Xavi l'a dit, il a dit que c'est inconcevable. Nous allons travailler pour ramener cette équipe au niveau où elle doit être. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire et entre-temps, ce n'était pas forcément un problème d'entraîneur, mais c'est un problème plus profond. Il faut travailler maintenant pour avoir des joueurs de devoir de très haut niveau pour permettre au Barça de revenir à son niveau d'antan. Et quand on fait venir les joueurs comme Coutinho et autres, faites-les jouer, donnez-lui la confiance. C'est quelqu'un qui est mis sous de côté, même s'il a connu des blessures. Vous pensez que quelque part, c'est quelqu'un qui est volontaire à l'entraînement, il n'est pas dans les matchs? Regardez, quand c'est un mauvais choix de ne pas l'aligner. C'est un mauvais choix de ne pas l'aligner déjà parmi les 11 rentrants pour moi personnellement. Vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas. C'est un joueur qui a besoin de la confiance tout simplement. Est-ce que lui seul dans le jeu peut apporter la différence? Pourquoi pas? On a des joueurs Coutinho n'est pas Messi quand même. On a des joueurs qui ont apporté à cette équipe barcelonaise. Vous reconnaissez que Coutinho n'est pas Messi? C'est très loin, très loin de Messi. D'accord. Il y a Umtiti là-bas. Il faut essayer, il faut donner la chance aux joueurs de retrouver le niveau. Vous en connaissez des noms au Barça. Umtiti. On va écouter. Il a quand même apporté. Pour corroborer vos propos, on va écouter Xavi après justement la piteuse élimination du Barça. Ce que je dis à mes joueurs, c'est que nous démarrons une nouvelle étape, une nouvelle ère, un nouveau cycle. Il va falloir changer beaucoup de choses. Le FC Barcelone ne peut pas être dans ce genre de situation. Mais actuellement, je me sens très responsable. Je suis l'entraîneur de FC Barcelone, donc je me sens naturellement responsable. Il va falloir changer des choses. À partir d'aujourd'hui, il va falloir travailler très dur afin de retrouver notre niveau. Le FC Barcelone ne peut pas être en Europa League, mais doit être en Ligue des Champions. Il va falloir aller de l'avant et aider l'équipe. La sortie la dernière fois de cette équipe barcelonaise a tellement, on pourra dire, secoué les réseaux sociaux. Il y a eu des milliers de stickers inventés de part et d'autre. Il y a une image qui me reste à l'esprit, c'est celle de Thomas Müller, qui a mis toute l'équipe du Barça en mettant juste en bas l'étiquette de l'Europa League et puis il a fait un selfie avec. Donc, lui c'est quelqu'un qui aime flatter tout simplement. Flatter. Provoquer. On ne va pas se fier à lui, ça fait partie du jeu. Il aime chambrer justement. Chambrer, voilà le mot. Il aime ça. Lui, on l'avait vu également face au Paris Saint-Germain, sa sortie. Donc quelque part c'est piqué les fans du Barça. Il reconnaît d'ailleurs que Barça est toujours l'un des meilleurs clubs au monde. Du coup, c'est l'occasion pour Xavi et ses hommes d'aller faire la transition dans cette compétition de l'Europa Liga. En tout cas, moi, je crois fermement à cette équipe de Barça qui va revenir sur l'échiquier continental. Quand vous dites revenir, c'est dans 2 ans ou 5 ans? Ça prendra du temps, mais c'est dans peu de temps quand même. Dans peu de temps. Vous êtes un prophète. Non. Vous voyez dans la boule de cristal. Franck Nounyama, justement, cette équipe-là va-t-elle se relever de sitôt? Ça dépendra de la vision du jeu de Xavi, qui connaît la maison, qui connaît toute l'histoire de cette équipe catalane, qui a gagné beaucoup de choses avec ce club. Maintenant, est-ce qu'il a les joueurs prêts pour faire revenir le Barça à un niveau intéressant? Pour le moment, non. Il va falloir travailler. Et lui-même l'a dit, qu'il va falloir travailler très dur. Le Barça ne devrait pas être en Ligue Europa. Le Barça devait être en Ligue des Champions. Donc, il connaît une première quand même depuis 20 ans. Depuis 20 ans, oui. Mais ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un problème profond à régler. Donc, Xavi, mieux que quiconque, connaît cette maison et pourra faire revenir le Barça maintenant sur combien de temps, sur combien
d'année, ça va être très compliqué de le dire. Exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que le Barça doit travailler, puisque Müller disait la dernière fois que c'est un club tactiquement, techniquement bien présent. Maintenant, quand il s'agit d'élever le niveau de jeu, le Barça n'y arrive plus. Ils n'ont pas les joueurs pour. Voilà, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Il faut laisser le temps à Xavi de pouvoir travailler. Il ne s'agit pas de dire non, il ne fait pas, on va faire venir Iniesta. Non, il faut lui laisser le temps. C'est la dure réalité, en tout cas pour les socios et ceux qui aiment cette équipe du Barça. Oui, désormais, on parle de rendez-vous de jeudi. Oui. Les rendez-vous de jeudi, c'est pour le Barça. Mardi, mercredi, c'est pour les équipes qui évoluent en Ligue des Champions. Et on fait le point concernant les équipes qualifiées. On a le Paris Saint-Germain, Lille, côté français. 4 escouades anglaises, Liverpool, City, Manchester United et puis Chelsea. C'est le 4/4. Le Real Madrid, l'Atlético et Villarreal pour l'Espagne. Le Bayern pour l'Allemagne. La Juventus et l'Inter Milan pour l'Italie. L'Ajax pour les Pays-Bas. Sporting Portugal et puis Benfica Lisbonne pour le Portugal. Et puis Salzbourg pour l'Autriche. Et l'on fait justement le distinguo. Il y a les premiers du groupe, les têtes de série: City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern, Manchester United, Lille et puis Juventus. Et puis il y a les deuxièmes de groupe: Benfica, Villarreal, Salzbourg, Chelsea, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Sporting et puis l'Inter. Quel classement lundi! Ah oui. On peut avoir également Liverpool-Chelsea. Hein. On peut avoir Lille et Paris Saint-Germain. Oui. attention. Des gros matchs. On peut avoir Juventus-Paris Saint-Germain, Juventus-Atlético, Manchester-Inter. Ça peut se faire. Tout est possible. Real-Chelsea. Pourquoi pas. Tout est possible. Le tirage a lieu lundi à 11h GMT. Pour le tirage des huitièmes de finale, et quand on prend les 16 qualifiés, il y a quand même 9 anciens vainqueurs dans cette liste-là. Et la bonne nouvelle également, messieurs, c'est que l'abolition de la règle des buts à l'extérieur, ça ne fera plus partie justement de la compétition à partir de cette saison. En cas d'égalité, on joue les prolongations et toujours en cas d'égalité, on va au tir au but. Voilà qui est dit. Plus question de dire que j'ai marqué plus de buts à l'extérieur. Mais quelque part, ça a enlevé l'ambiance au niveau de ces buts marqués à l'extérieur, parce que c'est ça qui donnait de la fougue aux joueurs qui doivent forcément réagir. Maintenant, c'est juste la modernisation. On s'en tient à ça tout simplement. Ça a été souvent pénalisant pour beaucoup de clubs. Vous marquez 2 buts, on dit oui. L'autre a marqué un à l'extérieur et puis c'est bizarre. Donc voilà. On n'est pas d'accord. On revient un peu sur, on va dire, la vraie nature du jeu. Vous marquez 1000 buts à l'extérieur, je gagne ici. Exact. L'égalité, elle est là. On va passer au tir au but ou bien aux prolongations. Je pense que c'est mieux pour moi. Voilà qui est dit. Franck Lugnement, on reste avec vous pour évoquer le cas du meilleur buteur de la compétition de la phase de poule. C'est un Ivoirien, un Africain. Il s'appelle Sébastien Haller. 10 buts marqués avec l'Ajax, avec un penalty. Ce qu'il fait, en tout cas, quel commentaire vous faites? Il est un peu à l'image du football développé par son club, l'Ajax. Vous savez, on vient de le dire, c'est un club qui aime jouer vers l'avant, qui aime porter le ballon, qui aime avoir le ballon pour vraiment dominer l'adversaire. Sébastien Haller, aujourd'hui, qui a joué dans le championnat allemand, est un joueur, on va dire, aguerri, qui connaît bien le très haut niveau. Et il se montre très à l'aise maintenant avec cette équipe de l'Ajax. La preuve, il marque 10 buts en phase de poule. Je pense que c'est très rare de voir une telle performance. Aujourd'hui, Cristiano l'a fait en 2010. En 2010, voilà, ça veut dire que c'est pas facile de répéter, on va dire, ces performances. C'est une fierté aujourd'hui de savoir que c'est un Africain qui le fait, un Ivoirien, même s'il est d'origine. Donc voilà, c'est une félicitation qu'on doit l'envoyer. C'est un joueur qui a envie, qui se donne, qui est puissant, qui est travailleur, et voilà. Voilà qui est dit, même s'il ne participera pas au barrage du mondial avec la sélection ivoirienne, ça reste quand même une déception. Hein. Oui, se retrouver devant Lewandowski, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, sortir de ces phases de groupe, c'est tout simplement dire que c'est un attaquant qui est efficace devant les buts. Et ça nous rappelle un certain Van Nistelrooy et Pippo Inzaghi qui sont là juste pour pousser le ballon, conclure au fond des filets. Donc c'est un Africain aujourd'hui qui tient tête à ces cadres-là, et quelque part c'est pas tout à fait discuter, parler haut et fort.
c'est ça aussi. Vous les ne Africains, comprenez pas aussi. Moi, je ne comprends pas. Si c'est un Européen, à l'instar de Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, qui se sont sortis avec 10 buts en CFA de poule, on allait tout le temps voir la sortie dans toutes les presses du monde entier. Et aujourd'hui, on n'en parle pas trop. Maintenant, c'est à nous qui sommes les Africains de contribuer tout simplement au niveau, au lobby de nos joueurs africains. Et quelque part aussi en Afrique, on n'en parle pas trop. Et pourtant, la presse doit apporter à ces joueurs africains. Quand on parle de l'aura, quand on parle de ces Africains qui sont mis de côté au niveau du classement du Ballon d'Or, c'est quelque part la responsabilité des presses qui n'arrivent plus du tout à apporter sur le mille à leurs compatriotes. C'est l'important, ou bien c'est aujourd'hui une responsabilité qui nous incombe tous en tant que journalistes et communicateurs d'apporter ce plus-là. Parce que Sébastien Haller, aujourd'hui, on va dire, vous avez su bien le dire tout à l'heure, qui ne va plus participer au barrage. C'est tout simplement un désavantage pour lui. Parce que là, dans la course, il faut aussi une équipe nationale qui doit chercher un trophée, une qualification. Donc aujourd'hui, Sébastien Haller, moi je me dis quelque part qui sera, si Ajax arrive à tenir tête au gros, il va finir meilleur buteur en cette Champions League. Pourquoi pas 10 buts en 6 matchs. Fallait le faire. Fallait le faire, comme vous le dites si bien. Le second, bien le deuxième meilleur buteur dans la liste, c'est Robert Lewandowski avec 9 réalisations, un penalty. Mohamed Salah, il n'est pas loin, 7 buts pour le Pharaon avec un penalty. Christopher Nkunku, également l'ancien du Paris Saint-Germain, aujourd'hui sociétaire de Leipzig, a inscrit 7 buts. Et puis Cristiano Ronaldo boucle le top 5 avec 6 réalisations. Voilà qui est dit concernant la Ligue des Champions. Il reste une autre information rapidement. 96 matchs disputés en matière de statistiques, 297 buts marqués pour une moyenne de 3,1 buts par match. C'est terminé pour la Ligue des Champions. Désormais, place à la Ligue Europa. La Ligue Europa également avec plusieurs équipes qualifiées, avec celles déjà qui vont disputer les 8e de finale, c'est déjà garanti. On a Lyon, Monaco, Francfort, Leverkusen, West Ham United, Galatasaray, Spartak Moscou et puis l'Étoile Rouge de Belgrade. Elles ont fini ces équipes premières de leur poule. On a d'autres équipes également qualifiées, cette fois-ci pour les 16e, Braga, Dynamo Zagreb, Lazio, Rome, Napoli, Olympiakos, la Real Sociedad et les Glasgow Rangers. On retrouve également pour les non-têtes de série l'Atalanta, Barcelone, Dortmund, Leipzig, Porto, Séville, Sheriff Tiraspol et puis Zénith Saint-Pétersbourg. Toutes ces équipes ont quitté la Ligue européenne des champions, reversées en Ligue Europa. Franck, là aussi, il y a des gros morceaux. Il y a de très très gros morceaux, surtout la dernière liste que vous venez de donner. Le Football Club Barcelone, Porto, Séville, Dortmund, Atalanta. Mais attention, ça veut dire que c'est une compétition à prendre au sérieux. Celui qui s'amuse se fera punir tout de suite. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'il y aura du spectacle également à ce niveau, même si c'est à C3. Il y a des matchs qui seront même d'un niveau plus intéressant que des matchs en Ligue européenne des champions. Et c'est dit, et on parlera également de ces statistiques avec le meilleur buteur qui a pour nom Karl Toko Ekambi, un Africain également, un lion indomptable avec 6 buts marqués. En C1 et en C3, on a les Africains qui sont en tête de ces classements de buteurs. C'est salutaire, c'est vraiment merveilleux. L'Afrique a toujours donné de très bons joueurs. On a des bons joueurs, juste que ça manque un petit truc, juste la constance sur la durée. On avait connu Eto'o et Drogba, eux c'était sûrement au niveau des championnats qu'ils essayent de relever ce défi-là, mais sur cette grande compétition qu'est la Champions League, c'est rare de retrouver. Ils en ont gagné, mais pour vous, ils n'étaient pas constants. Ils n'étaient pas constants, surtout au niveau des buts. Donc pour moi, c'est déjà un grand pas pour ces Africains, Karl Toko Ekambi, qui permet aux joueurs à Lyon de retrouver un niveau. La C3 a un niveau aujourd'hui élevé. C'est là où parfois les gros ne veulent pas tout de suite jeter dans la bataille, dans la gueule du loup. On a une particularité qui est de se qualifier directement quand on remporte ce trophée-là. C'est ça, les petits Okiri se disent que voilà, il faut aller jouer cela et aller chercher cette qualification. Donc pour moi, c'est la C3 qui aujourd'hui a un niveau qui me plaît, avec le retour des clubs français qui, dans l'entretemps, n'étaient pas tout à fait au rendez-vous. Maintenant, ils sont là. Maintenant, d'aller faire tout pour chercher cette qualif-là. Pourquoi pas, même si la Ligue Europa, le gain au finish, c'est entre 12 et 13 millions d'euros.
pendant ce temps, quand on passe les poules de la Ligue européenne des champions, minimum c'est 20 millions d'euros dans la caisse. Ça se comprend. Au nombre des statistiques, on retrouve 96 matchs disputés, 252 buts marqués au cours de ces 96 matchs. Et puis, c'est une moyenne pour les mathématiciens, 2,63 buts par match pour la Ligue Europa. Et on termine le classement des meilleurs buteurs. On parlait tout à l'heure de Karl Toko Ekambi avec 6 buts marqués. 6 également pour Galerno de Braga. 5 pour Patson Daka, le Zambien. C'est également un Africain qui évolue du côté de l'Aïchter. On a également Arkadiusz Milik de l'Olympique de Marseille. Ça doit faire plaisir à un Marseillais. Et puis il y a Elmas également du Napoli qui est 4e, donc qui est 5e meilleur buteur avec 4 réalisations. Et c'est bien terminé désormais pour les coupes interclubs sur le vieux continent. Place désormais à la fenêtre des majeurs. Première Ligue Express News. Nous parlons du 16e acte de la Première Ligue anglaise. Nous sommes toujours dans l'émission Plateau Foot Europe avec Franck Nunyama et Etchevi Tengue. On a Manchester City. Les trois, en tout cas au classement, les 3 premiers au classement reçoivent à la maison. On pourra dire ainsi. City joue à la maison contre Wolverhampton. Liverpool accueille Aston Villa. Et puis Chelsea sera l'hôte de Leeds United. Franck, attention, si jamais quelqu'un d'entre eux fait un faux pas, ah oui, quelqu'un d'autre pourrait passer devant. Oui, Chelsea a déjà fait, on va dire, a connu cette leçon après avoir perdu la dernière fois face à cette équipe des Hammers. Donc, c'est un match, on va dire, assez important pour les deux clubs dans la course au titre. City qui reçoit, je pense que c'est un match un peu facile pour les Citizens qui jouent contre les Wolves. Mais attention, il y a Adama Traoré là-bas. Il y a Adama Traoré, oui, sauf que cette saison, le gars n'est plus très en forme. Le départ de l'entraîneur Espirito Santos, c'est une équipe qui est un tout petit peu invisible cette fois-ci. Lorsqu'on prend Liverpool qui joue contre Aston Villa, le club d'un certain Steven Gerrard, le retour à Anfield Road. C'est un match vraiment dans le match pour l'ancien joueur des Reds qui a pris depuis un moment la tête des Villains et qui, sur 3 matchs déjà, ou bien 2, a fait une bonne moyenne. C'est un match à suivre aussi. Et puis Chelsea qui sera face à Leeds. Leeds de cet entraîneur Marcelo Bielsa, c'est plus ce qu'on a vu l'année dernière. On peut dire, on peut parier un tout petit peu sur les Blues qui vont pouvoir faire la différence. Mais attention, dans un match de football, tout peut arriver. Et voilà, il faut être prudent. Et on parlait tout à l'heure du nombre de points de ces 3 premiers. On a City 35 points, Liverpool 34 et Chelsea en a 33. On suivra exactement les performances de ces 3 escouades qui sont dans le virage, on pourra dire, de la Première Ligue. Beaucoup d'observateurs disent qu'ils sont les 3 favoris. Oui, ils sont les 3 favoris. Vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Vous mettez un 4e larron. Il y a Arsenal qui est dans la course. Il y a West Ham qui est 4e, Arsenal qui est 7e, Tottenham qui est 5e. Il y a déjà Chelsea qui laisse quelques différences, quelques fébrilités dans cette course-là. Mais bon, la Première Ligue, c'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. Donc, on aura dans peu de temps la journée là, le Boxing Day, voilà, qui va encore une fois permettre aux gros de se signaler. En tout cas, c'est les surprises qui en font partie parfois dans cette Première Ligue. Donc pour moi, je garde ma soif tout simplement en étant vraiment convaincu qu'on aura encore du beau football, surtout au niveau des gros comme Man City, Liverpool, Manchester. Pour moi, ça reste à revoir. Vous parlez de United, United, voilà. United avec Ralph Rangnick et puis Cristiano Ronaldo, entre autres. On suivra exactement ce 16e acte de la Première Ligue ce week-end. Et c'est fini pour le championnat d'Angleterre. Aquí está la Liga Española. La Liga des Estrellas, la Ligue des Étoiles, même s'il y en a beaucoup qui ont quitté justement ce championnat. On va parler du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid, cette derby. On va parler justement de ce face-à-face entre le 1er et le 4e au classement. Oui, c'est le duel pour ce week-end qui sera très intéressant.
surtout dans la course au titre. Aujourd'hui, les hommes de Carlo Ancelotti ont un cran au-dessus de cette équipe d'Atlético. Comment vous jugez cette équipe du Real depuis pratiquement 16 journées? Oui, jusqu'on a retrouvé un collectif avec le retour en forme des vieux. Oui, quand je parle des expérimentés, c'est mieux. C'est des gens qui sont tout le temps réguliers dans des matchs au fil des journées. Kroos, Casemiro, Modric. Ce trio au niveau de la charnière offensive, surtout au milieu de terrain, c'est vraiment formidable de les retrouver à ce niveau-là. Moi, je mets un accent particulier sur le collectif qui se dégage avec un certain Vinicius, sans oublier Karim Benzema, même s'il est blessé. Oui, on l'annonce pour un retour ce week-end. On attend de voir avec Jovic qui est de retour, Carlo Ancelotti qui donne de la chance à certains joueurs, mais qui met de côté pour moi un certain l'Espagnol dont le nom m'échappe un tout petit peu. Non, pas Rodrigo. Vasquez non, ou qui d'autre? Asensio qui marque des buts. Lui, c'est un joker, tout simplement. J'ignore le nom. C'est un joueur espagnol. C'est un joueur espagnol au milieu de terrain. Au milieu de terrain. Ouh. Bon, c'est tout l'autre simplement... là, Isco. Voilà, Isco. Voilà. Qui aujourd'hui veut partir parce que Carlo Ancelotti ne l'utilise pas. Mais attention à Carlo Ancelotti qui, pour moi, ne tourne pas trop. Pour vous, c'est là le danger. C'est là le danger. C'est là le danger où on aura, si l'advenait que au niveau de ces 11 là, on a des blessures, ou bien des blessés, 2, 3, ça va forcément peser dans la balance. Pour moi, il va falloir tout simplement qu'il tourne, même si au niveau de la défense, ça reste à revoir. En tout cas, ce Real est taillé pour aller chercher ce trophée-là parce que c'est un collectif qui se dégage, qui est très bien en place. Et Thierry qui parle bien de Real Madrid, l'Atlético aussi, quand même, c'est un sacré client devant. Oui, chaque fois qu'il y a un match entre ces deux clubs, c'est toujours très tendu parce que les deux clubs viennent de la même ville. Il va falloir asseoir une certaine suprématie, une certaine hégémonie du club de la capitale, la Maison Blanche. Mais Simeone en face, c'est toujours difficile à cuire. Mais je pense que le Real, avec ce que le club montre depuis un moment, Vinicius qui est revenu très très en forme, qui fait le boulot. Vous pensez qu'il a corriger des déchets dans son jeu, ça va mieux? Ça va mieux, parce que là, avec Zinedine Zidane, où il n'était pas souvent titulaire, il se perd dans son jeu, il va faire dans la fioriture un tout petit peu, mais cette fois-ci, c'est un joueur qui est efficace, qui fait des passes, qui marque des buts, qui pèse, on va dire, dans le système de jeu de Carlo Ancelotti. C'est lui, parfois même, qui porte cette équipe. Donc voilà, cette rencontre entre Madrid et l'Atlético, je pense que l'avantage est un tout petit peu pour les hommes de Carlo Ancelotti. 10 points entre les deux clubs, premier, quatrième. Sur le papier, le Real, il n'y a rien à dire, est favori. Mais attention, il faut aller jouer ce match pour gagner les 3 points. Voilà qui est dit, c'est le match choc qu'on suivra du côté de la péninsule ibérique, la Liga espagnole pour la levée 17. Fini justement pour ce championnat et on ouvre un autre. Willkommen zur Total Bundesliga. Total Bundesliga. Le championnat d'Allemagne à présent avec vous, Franck Nunyama. Oui, c'est la 15e journée, le 15e acte de la Bundesliga. Et dès ce soir, ça commence avec un match entre deux clubs qui veulent jouer le maintien. Cologne qui reçoit Augsbourg qui est 16e. Ça ne va pas trop pour cette équipe. Donc ça commence ce soir. Et demain, il y aura la plupart des matchs au programme. Leipzig redescendu dans la deuxième partie du tableau. 11e actuellement et qui joue contre Mönchengladbach, 15e. Vous parliez récemment de limogeage de l'entraîneur. De l'entraîneur. Eh bien, il y a un nouveau qui est là. Arrivé. Tedesco Domenico. Exactement. Un jeune entraîneur comme Nagelsmann. Il a 36 ans. C'est un Allemand d'origine italienne. Il a joué à Schalke, Offenheim. On a dit Tedesco, j'ai dit un Allemand qui s'appelle Tedesco. Vous l'avez dit. C'est un Allemand d'origine italienne. Donc il est là pour faire remonter cette équipe, pour lui permettre de revenir sur la première partie du tableau et jouer pour les places européennes. On souhaite beaucoup de chance à Domenico Tedesco qui a remplacé Jesse Marsch. Voilà. De l'autre côté, il y aura ce match entre le Bayern et
puis Mayence. Quand ça se présente comme ça, on dit toujours que le club bavarois est favori parce qu'il joue contre le 7e. Oui. Bochum, l'un des promus, le promu qui est bien prolifique, qui est, on va dire, 10e au classement et qui joue contre le Borussia Dortmund, 2e. Attention, Fribourg, Offenheim, c'est un match entre le 4e et le 5e. Ça, c'est un match au sommet. C'est intéressant. Oui. Voilà, on verra bien. On espère que Ilas Bebou va pouvoir bien se faire voir sur ce match-là et gagner encore des titres, pourquoi pas, de meilleurs joueurs. Voilà. Hertha reçoit Arminia Bielefeld, Wolfsburg contre Stuttgart. Et puis dimanche, 2 matchs. Greuther Fürth, l'autre promu qui ne fout rien pour le moment, joue contre Union Berlin. Vous êtes sévère, là, et puis Francfort qui joue contre le Bayer Leverkusen. Alors, on est en Allemagne, c'est vrai qu'on ne va pas parler politique, mais entre parenthèses, Angela Merkel a laissé la place à... Comment il s'appelle déjà? Olaf Scholz, comme ça, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. C'est une page qui se tourne au niveau de la gouvernance. Après 16 ans de gouvernance. 16 ans, oui. Je pense que cette scientifique a permis à l'Allemagne quand même de devenir la première puissance économique de l'Europe. Exactement. C'est une dame convaincue qui ne recule devant rien. Aujourd'hui, elle part. Les Allemands sont très satisfaits, avec beaucoup de regrets, mais elle ne peut pas rester éternellement. Il faut passer la main. C'est comme ça qu'on avance. Voilà, donc félicitations à Angela Merkel qui laisse vraiment l'Allemagne sur, on va dire, de très bons rails. En tout cas, c'est une femme que j'apprécie particulièrement. On va parler de Joshua Kimmich. Il continue toujours à donner de la migraine au Bayern. C'est très compliqué pour ce joueur. C'est quelqu'un qui est convaincu par rapport à sa vision. Mais donc je pense qu'il continue d'aller au front. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici 2-3 jours, mais je pense sincèrement qu'il faut trouver, on va dire, la meilleure issue possible pour les deux parties et que le football se déroule dans les meilleures conditions. Un vrai Allemand. On annonce qu'il ne va pas jouer jusqu'en 2022, du coup. Parce que voilà, c'est ce qui est annoncé. Oui, c'est quelque part être très têtu, tout simplement. Parce que vous n'êtes pas le seul joueur à qui on a demandé de se faire vacciner. Il y a quand même de l'enjeu, c'est la santé. Et vous privilégiez votre santé aux dépens des autres. Ça a tout simplement un effet négatif sur sa carrière. En tout cas, à lui maintenant de faire lâche prise et surtout se ressaisir, revenir pour Bayern parce que sa place, ça manque énormément dans cette équipe. Je pense que ça va être très compliqué. Il reste sur sa position parce que lui, il fait partie de ceux qui pensent que pour le moment, le vaccin n'est pas sécurisé. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Donc, il ne veut pas foudre n'importe quoi dans son corps. C'est ce qu'il dit. Mais pourtant, il a été contaminé. Mais voilà. C'est ce qui est bizarre. Il accepte chaque fois. De se faire vacciner. Voilà, il accepte chaque jour de se soumettre au texte PCR. Voilà. Mais pour le moment, vaccination, non. Voilà, en tout cas, ce qui concerne Joshua Kimmich, on suivra justement, comme vous l'avez dit, Franck Gugnama, l'actualité de ce super joueur allemand du côté de la Bundesliga et cadre de la Mannschaft. C'est bien terminé pour la Bundesliga. Cette fois-ci, la direction de... Benvenuto Calcio Italia. Le campionato, la Serie A italienne, la 17e journée nous propose un intéressant Udinese Milan AC. Et Tchévi, comment est-ce qu'on se remet d'une élimination en Coupe d'Europe? Pendant ce temps, on est leader de la Serie A pour jouer face à une équipe comme l'Udinese. Oui, ça vaut la peine de se remettre rapidement parce que le Calcio pour Milan AC, c'est la priorité. N'est-ce pas? Il y a longtemps, on n'a plus retrouvé Milan C au haut du tableau, aller chercher le Scudetto. C'est l'occasion ou jamais, même si on a eu une défaite au sortir de Champions League, il faut tout simplement avoir ce mental fort-là et retrouver les niveaux. En étant leader pour l'instant, on doit forcément chercher à toujours garder cette place-là. Donc il faut forcément une réaction et oublier vite ce qui s'est passé. C'est juste une compétition qui s'est terminée. Maintenant de se relever. Je crois qu'ils ont les moyens pour le faire. Et quand on a un certain Zlatan au top, il va quand même apporter ce plus-là, surtout au niveau de la psychologie. Pourquoi pas? À un moment donné, il faut être mentalement fort. Il ne faut pas
pas perdre des points. Oui. Normalement, Surtout ça devrait se faire. Surtout ça, contre face à le l'Odine. 14e, Bon, oui. ça devait se faire. Normalement. Puisque l'écart n'est pas encore créé entre les clubs de tête. Voilà. Milan, Inter, Naples, Oui. il n'y a que, on va dire, 1 point, 2 points. Donc, c'est très serré. Voilà. Et voilà, c'est le moment ou jamais de prendre des points. Et comme vous le dites si bien, prendre des points. La dernière fois que le Milan s'est adjugé le titre en Italie, ça remonte à 2011. Ah oui. 10 ans déjà. C'était avec Massimiliano Allegri à l'époque, 2011. Donc, vous voyez un peu, ça vous fait sourire. Ce n'est pas le cas de Marseille. La dernière fois que Marseille a gagné un titre, c'est quand? C'est en 2011. C'était au temps de Deschamps, 2011 également. 2010-2011. Voilà. Donc, ça fait également la même chose. Ouais. Arrêtez de vous moquer du Milan AC. On fait désormais le crochet pour terminer le tour d'Europe. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Alors, nous parlons de la Ligue 1 avec le 18e épisode. Et dimanche, on a 2 affiches intéressantes. Et Thierry, il y a ce match entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Je voudrais avoir votre avis sur ce Paris Saint-Germain, critiqué de part et d'autre, comme quoi cette équipe a de grands joueurs, mais ça ne joue pas sur le terrain. Vous êtes d'avis? C'est parce que les grands joueurs sont là qu'on a toujours eu ces critiques envers Paris Saint-Germain. Quand vous prenez le classement avec 42 points et le deuxième qui a 31 points, Rennes, il n'y a pas photo. On demande juste le jeu, ça on ne refuse pas. Mais du moment où les résultats suivent, il n'y a pas à critiquer. Tout simplement. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens continuent toujours de critiquer. Franck, vous êtes d'avis? Pochettino, parce qu'il faut... Je suis d'accord avec son analyse. Oui, parce qu'il n'y a que de grands joueurs. Oui. Et le Paris Saint-Germain, selon les supporters, ne doit pas se permettre le moindre faux pas. Il ne doit pas avoir de coquilles dans tout ce qu'il développe. Donc aujourd'hui, Pochettino, qui fait face à des stars de très haut niveau et qui a du mal à trouver la meilleure combinaison et devant la scène. Donc, je suis parfaitement d'accord avec son analyse. L'écart dans le championnat, vous le voyez, il y a 11 points entre le Paris Saint-Germain qui est sacré champion d'automne et Rennes. Il n'y a rien à voir, il n'y a pas de peur par rapport au titre. Maintenant, c'est le jeu développé. Et puis, on a peur, quelque part, ça se comprend, sur la scène européenne. On pense que cette équipe, lorsque ça va tomber sur des grands comme Liverpool, comme Bayern, comme qui aussi... le Real et autres. Le Real, par exemple, cette équipe du Paris Saint-Germain, avec ce qu'elle propose en Ligue 1, devrait avoir des problèmes. Voilà ce qui fait, on va dire, forcément la peur des supporters. Sinon, en Ligue 1, il n'y a pas de problème ou bien il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Le titre tend déjà les bras au Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est sur l'échiquier européen qu'il faut prouver. En tout cas, le Paris Saint-Germain, pour un de nos auditeurs fidèles qui dit, Raymond Assioba, le problème de Paris n'est pas lié au coach. C'est son avis. Hein. C'est son avis. Oui, on le respecte également. C'est lié également au coach. Parce que vous êtes le coach, c'est vous qui... vous avez cette responsabilité. Oui, c'est vous qui composez les 11 rentrants. A-t-il le pouvoir de gérer des joueurs comme Neymar, Messi, Mbappé? Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Mais pourtant, il ne parle pas dans sa zone technique quand le Paris Saint-Germain joue. Le pouvoir, c'est quoi pour un entraîneur? C'est la profondeur de banc. Et aujourd'hui, Paris Saint-Germain a cette profondeur de banc. Vous voyez Paris jouer avec un système de jeu sur le terrain face aux adversaires? Vous voyez clairement le jeu du Paris Saint-Germain? C'est là le véritable problème de Pochettino qui, pour moi, n'est pas un fin tacticien où tout de suite, quand on est en face d'un système qui n'a pas la main libre, qui vous met en difficulté, Pochettino. Il faut réagir. C'est pas une question de main libre. Ah ben, Leonardo est là. Oui, ça compte. Ça compte. Franck réagit avant de Sur ce plan, ça compte parce qu'il n'a pas les mains libres. Derrière, il y a Leonardo qui file son nez dans tout ce qui se passe. C'est pas Leonardo qui fait le choix. C'est pas Leonardo qui réagit tactiquement. Mais oui, dans les couloirs, ce qui se passe, ce n'est pas facile. Regardez ce qui a été fait avec Tourelle. Regardez un peu ce qui a été fait avec Unai Emery. Les entraîneurs du Paris Saint-Germain n'ont pas forcément les mains libres, n'ont pas le pouvoir. Voilà, parfois on met les joueurs au-dessus de l'entraîneur. Regardez Tourelle aujourd'hui, ce qu'il fait avec Chelsea. Regardez Unai Emery, ce qu'il fait avec Villarreal. C'est des exemples. Il n'a pas les mains libres. Quand vous n'avez pas les mains libres, vous ne pouvez pas faire le travail comme il se doit. C'est là qu'il faut dégager son autorité en tant qu'entraîneur. Comment? Tout en parlant, imposant, en démissionnant.
En démissionnant, voilà le mot. Il va avoir autant de millions et partir. Ah ouais. Waouh. Mais pourquoi pas? On va parler de Lille-Lyon. Lille-Lyon, 2 Européens également. Lille en Ligue des Champions, Lyon en Ligue Europa. Normalement, sur le terrain, on doit avoir du spectacle, Thierry. Oui, forcément, on aura du spectacle. Quand on prend le classement, c'est Lille qui occupe la 11e place et les 12e. C'est quand même incroyable, hein. Les deux équipes sont dans le ventre mou. C'est vraiment le petit truc de ce championnat qu'est la Ligue 1 où on ne retrouve pas les prétendants au titre. Quand on prend Lille, c'est l'équipe championne en titre. Mais bon, c'est parfois cela, une compétition. La Ligue 1, pour moi, a un niveau aujourd'hui qui n'a rien à envier aux autres, tout simplement. Par exemple, quand on prend la Liga, la Bundesliga, c'est pratiquement au même niveau. Où chaque équipe, quand on prend des rencontres aujourd'hui, pendant tous les week-ends, il y a du beau football, il y a du jeu, de l'engagement, surtout de la détermination d'aller chercher les 3 points. Je crois que Lille, Lyon, ils sont bien en place avec ces qualifications sur l'échiquier continental. Maintenant, c'est à eux de nous montrer comme quoi ils peuvent aller tenir tête au Paris Saint-Germain, même si l'écart est déjà creusé. On devrait avoir du spectacle. Lyon est en perte de vitesse. Et aujourd'hui, Aulas, même si du bout des lèvres, il fait confiance à son entraîneur Bosch, ça ne va pas. Et le départ annoncé également de Juninho en tant que directeur sportif, c'est un club qui est un peu, on va dire, dans les difficultés en championnat. Lille aussi ne rassure pas. Le champion sortant de Gourvenec n'arrive pas à mettre sa main sur la Ligue 1. Mais la confiance peut être retrouvée avec cette victoire, cette qualification en Ligue des Champions. Je pense qu'on va vers un match assez intéressant. Pourquoi pas? Voilà qui est dit et ça met justement fin à ce nouveau numéro de Plateau Foot. C'était le 697e. Waouh, ça avance. Messieurs, vous êtes formidables. Le chiffre, il est là. Bientôt 7-0-0. On ne peut que vous remercier infiniment. Merci. Franck Mouniama, vous voulez saluer quelques personnes chères à vous? On va dire bonjour à Esther Konou, bonjour Pascal, Kenneth, Daniel et puis toute la famille Mouniama, bonjour. Merci beaucoup Franck. Bonjour au grand frère Germain, sa femme et sa fille Lorraine. Bonjour également à maman Aimée, sans oublier Marie, au plaisir de la rencontrer hier. Merci à tous ceux-là qui ne cessent de m'encourager, de m'apporter ce plus-là. C'est important. C'est important. C'est important d'avancer. J'en suis reconnaissant. Merci beaucoup. Je pense également à Achon. Achon. Et sans oublier le supporter des Verts. Il se reconnaîtra. Merci beaucoup, messieurs. Merci également à Elom Adovon. Merci à tous ceux qui nous ont suivis.